Préparez-vous à une immersion vertigineuse dans les lieux les plus inhospitaliers de la planète pour la vie humaine. Nous ne parlons pas de déserts ou de montagnes intactes, mais bien des enfers urbains que vous n'auriez jamais imaginés. Ce n'est pas une visite touristique. C'est une analyse documentaire de la façon dont la vie persiste, là où le chaos ne fait pas que résider, mais gouverne. Vous êtes sur le point d'être témoin de 30 visages de l'effondrement social et environnemental, des bidonvilles flottants au Nigeria, aux quartiers dominés par la précarité à San Francisco, en traversant des métropoles étouffées par une fumée toxique, où la survie est le seul luxe. La grande question est, comment des millions de personnes ont-elles transformé l'impossible en routine? Ce que vous verrez par la suite défie la logique même de l'urbanité moderne. Il existe des villes qui ignorent les règles de l'ingénierie et de la planification, où l'inconfort quotidien n'est pas un défaut, mais une caractéristique. Et pourtant, elles vibrent d'une énergie indéniable. Nous commençons par Hanoï, la capitale vietnamienne. Un spectacle sonore et visuel qui frise l'incroyable. La circulation n'est pas un flux, c'est une vague chaotique ininterrompue de motos, de voitures et de vélos. Imaginez une rivière de métal et de klaxons se déplaçant sans signe clair d'organisation. Les rues sont des goulots d'étranglement. Les trottoirs, totalement envahis, mais pas par les piétons. Pour le visiteur non averti, c'est un choc sensoriel écrasant. Mais pour l'habitant, cette frénésie motorisée n'est que le rythme quotidien d'une ville qui refuse de s'arrêter. Cependant, cette désorganisation apparente cache une toile de communication non verbale qui permet au flux de se déplacer. Mais que se passe-t-il lorsque le chaos s'affine à un niveau hypnotique? Nous quittons l'Asie du Sud-Est et sautons vers l'un des pays les plus méthodiquement organisés au monde, seulement pour trouver une scène de désordre tout aussi écrasante, mais d'une nature totalement différente. Le carrefour de Shibuya à Tokyo. Des milliers de personnes se déplacent simultanément dans toutes les directions imaginables. À première vue, c'est la définition d'une confusion. Mais le mystère est le suivant. Cela fonctionne avec une efficacité presque robotique. C'est une chorégraphie humaine à haut risque, un trouble parfaitement coordonné où chaque individu, mystérieusement, connaît sa destination. Pour celui qui observe pour la première fois, la surcharge de lumière, d'enseignes et de bruit est accablante. C'est le type de chaos qui n'existe que parce que la population l'a dompté. Mais tout inconfort ne vient pas d'un excès de monde. À Amsterdam, une ville européenne souvent idéalisée pour sa qualité de vie et sa structure cyclable, nous trouvons un paradoxe inattendu. Le problème n'est pas le manque, mais l'excès de vélos. Des milliers d'entre eux, jetés ou abandonnés, gisent dans les célèbres canaux, formant des cimetières submergés de métal. La ville dépense des fortunes et des ressources environnementales considérables pour repêcher ces carcasses chaque année. Ce qui devait être le modèle urbain idéal cache un visage de négligence et de désorganisation qui contredit l'image de carte postale. Cela soulève une question cruciale. Combien de ces paradis urbains cachent des crises silencieuses sous leur surface polie? Le voyage nous emmène ensuite à une altitude de plus de 3600 mètres, La Paz, en Bolivie. Ici, l'inconfort commence au niveau le plus basique de l'existence, l'oxygène. L'air raréfié rend l'acte de respirer un effort pour ceux qui ne sont pas acclimatés. Mais l'air n'est pas le seul défi. La ville a été comprimée dans une vallée, avec des maisons défiant la gravité sur les pentes et des rues étroites qui supportent à peine le flux moderne. Les transports sont précaires et l'infrastructure lutte pour accompagner une croissance urbaine qui ignore toute limite géographique. La Paz est confuse, intense, épuisante et incroyablement vivante. Et que dire de Chongqing en Chine, où l'architecture semble avoir déchiré les pages d'un roman de science-fiction. Un monorail ne passe pas simplement à côté d'un immeuble résidentiel, mais il traverse bel et bien le 6e étage. Les habitants vivent à quelques mètres de la voie ferrée, ressentant la vibration et le bruit des trains qui croisent leurs fenêtres à des horaires ponctuels. Cela peut sembler une aberration, mais c'est une solution brutalement pratique au manque d'espace et à l'expansion urbaine sans contrôle. La ville a trouvé un moyen de coexister avec l'impossible. Et si la voie ferrée à l'intérieur d'un immeuble semble déjà surréaliste, préparez-vous. Dans d'autres villes chinoises, vous pouvez trouver des maisons entières construites sur le toit de centres commerciaux. Des familles résidant littéralement au-dessus de temples de la consommation.
C'est une cicatrice urbaine qui montre la limite de la créativité mêlée au désespoir pour habiter des espaces saturés. Personne n'imaginerait ces solutions, mais d'une manière ou d'une autre, elles fonctionnent. Ces lieux sont la preuve que le chaos urbain n'est pas synonyme d'effondrement, mais plutôt une forme radicale et inconfortable d'aller de l'avant. Mais quelle est la limite de l'adaptation humaine lorsqu'elle est confrontée à l'inhabitable? Parfois, la réalité impose des problèmes si complexes que les solutions trouvées par l'humanité franchissent la ligne du rationnel et entrent dans le territoire du surréel. En divers points du globe, la créativité a cessé d'être une vertu artistique pour devenir un outil brut de survie. Ce que nous voyons n'est pas seulement de l'innovation, c'est la manifestation physique du manque d'espace, de la pénurie financière et de l'effondrement de la planification urbaine. À première vue, ces réponses peuvent sembler ingénieuses, presque brillantes. Mais il suffit d'un regard plus attentif, comme une loupe sur les fissures de la société, pour percevoir des couches profondes de négligence et d'improvisation forcée. Voyez New York, par exemple. La ville qui vend le rêve cosmopolite est la même qui en facture un prix viscéral, votre propre espace vital. Là-bas, le sommeil et l'asphyxie dorment sous le même toit. Avec le marché immobilier atteignant des chiffres qui défient la logique, une légion d'habitants a été poussée vers la réalité des micro-appartements. Et nous ne parlons pas de minimalisme esthétique, nous parlons de confinement. Imaginez vivre dans moins de 10 mètres carrés. Des espaces où l'évier, le lit et la table de travail forment un seul bloc claustrophobe. Il existe des unités sans fenêtres, des caissons de plaques de plâtre où la lumière du soleil n'est qu'un souvenir et les toilettes sont partagées au bout de couloirs labyrinthiques. C'est le paradoxe suprême de la métropole. Sur la même avenue où le luxe touche le ciel, la dignité humaine est comprimée dans des captivités surfacturées, séparées de l'opulence seulement par un mur fin et quelques zéros sur le compte bancaire. Mais si New York serre, Hong Kong écrase. Là-bas, la densité de population a créé une anomalie architecturale connue sous le nom de bâtiment monstre. Le nom n'est pas une exagération. Ce sont des titans de béton qui bloquent l'horizon, abritant des milliers d'âmes empilées dans des cubicules qui défient la physique. Dans ces complexes, le concept de foyer est réduit à son expression minimale. Cuisiner, dormir et garder une vie entière de souvenirs se passent sur un seul mètre carré. La lumière naturelle ne parvient pas à pénétrer l'enchevêtrement d'étages, créant un écosystème de pénombre perpétuelle. Le silence est une légende urbaine. Vous entendez la respiration du voisin, les pleurs de l'étage du dessus, la vie pulsant à travers des murs fins comme du papier. Pour le touriste avec un appareil photo à la main, c'est une esthétique cyberpunk fascinante. Pour celui qui est à l'intérieur, c'est une existence verticalisée, où chaque fenêtre cache une histoire de résistance au milieu de l'humidité et de l'étouffement. Et tandis que les humains se serrent en Occident et en Orient, la Chine continentale nous a présenté un type différent de dystopie, l'excès abandonné. Le monde a assisté, perplexe, à l'émergence des cimetières de vélos. Ce qui devait être la révolution de la mobilité durable s'est transformé en un désastre logistique de proportions bibliques. La fièvre du partage de vélos, propulsée par un capital risque effréné et un manque de réglementation, a généré une surproduction toxique. Lorsque les entreprises ont fait faillite ou ont simplement saturé le marché, des millions de vélos flambant neufs ont été jetés comme des ordures. Le résultat visuel est impactant et perturbant. Des montagnes de métal tordues, des océans de rayons et de cadres colorés pourrissant dans des terrains vagues. Là où il y avait auparavant des champs ou de l'espace libre, il existe maintenant un monument à l'inefficacité humaine, une mer de gaspillage industriel qui a transformé la promesse du vert en une pollution visuelle visible depuis l'espace. Mais l'improvisation prend des contours encore plus dramatiques lorsque le système entre en effondrement total, comme nous l'avons vu au Venezuela. Au sommet d'une crise économique dévastatrice, la nécessité a réécrit la fonction de l'architecture. La tour de David à Caracas devait être un symbole de puissance financière, un gratte-ciel de verre et d'acier. Au lieu de cela, le chantier a été paralysé et le squelette de béton a été occupé. Ce qui devait être un centre d'affaires est devenu le bidonville vertical le plus haut du monde. Sans ascenseur, des familles entières montent des dizaines d'étages à pied, portant de l'eau et des vivres. Sans réseaux officiels d'électricité ou d'assainissement,
Les résidents ont créé une infrastructure pirate, un système nerveux clandestin qui maintient l'immeuble en vie. C'est un microcosme autogéré, dangereux et fascinant, où la communauté a comblé le vide laissé par l'État. Personne n'avait prévu que ce serait ainsi, mais la vie a trouvé un moyen d'occuper le vide. De l'autre côté du monde, en Turquie, le vide a une forme beaucoup plus perturbante. Imaginez un paysage qui ressemble à une erreur de rendu dans un jeu vidéo. Le projet Burj al-Babas est né de l'ambition effrénée, construire des centaines de châteaux identiques, avec des tours pointues, évoquant un conte de fées pour millionnaires du Moyen-Orient. Mais l'argent s'est tari, l'économie a vacillé, et les constructeurs ont abandonné le site. Aujourd'hui, ce qu'il reste est une ville fantôme de châteaux néo-gothiques. Ils sont là, rangés après rangés, immobiles, identiques, faisant écho à un silence effrayant. Il n'y a pas de roi, pas de reine, juste la carcasse d'un rêve immobilier mégalomane réduit en poussière. C'est une vision qui cause un inconfort physique, un rappel statique que l'ambition sans fondation solide ne construit que des ruines de luxe. Et en descendant du luxe abandonné vers la survie brute, nous arrivons à Naples, en Italie. Ici, la solution au manque de toit est brutale. Sans option, des habitants ont commencé à occuper les espaces sous les viaducs gigantesques de la ville. L'espace résiduel entre les piliers de béton, où le soleil ne frappe jamais, s'est transformé en maison. Au-dessus de leur tête, des tonnes d'acier et de voitures passent à chaque seconde, faisant vibrer le plafond incessamment. L'air est lourd, chargé de suie et de poussière de pneus. L'obscurité est constante, brisée seulement par des feux de camp ou des lumières improvisées. Mais là, dans ces fissures de l'infrastructure routière, la vie s'obstine à continuer. C'est une existence résistante, façonnée par le bruit et l'invisibilité sociale. Ces lieux, aussi extrêmes qu'ils puissent paraître, ne sont pas la fin de la ligne. Ils ne sont que les symptômes visibles de quelque chose de bien plus grand qui se passe dans les entrailles de nos villes. Car si c'est ce qui arrive quand nous essayons de réparer les problèmes, que se passe-t-il quand la ville abandonne simplement? Il existe des endroits sur la carte où la métropole respire encore, mais l'air se raréfie. Des villes où la vie ne tient qu'à un fil ténu, prête à se rompre au prochain choc. Ce ne sont pas des ruines antiques, ce sont des organismes vivants qui sont entrés en défaillance multiviscérale. Des quartiers entiers, des districts industriels et des capitales qui ne sont pas encore complètement tombés dans l'abîme, mais qui marchent, somnambules, vers un bord dangereux et inévitable. Peut-être la frontière la plus visible de cet étouffement global se trouve-t-elle à New Delhi. La capitale de l'Inde n'est pas seulement polluée, elle est littéralement en train d'asphyxier. L'acte de respirer, chose qui devrait être automatique et invisible, devient là-bas un risque calculé. La pollution de l'air atteint des pics si toxiques que la ville entre en paralysie. Les écoles ferment leurs portes, les avions restent cloués au sol et les couloirs des hôpitaux se transforment en zone de guerre respiratoire. Il y a des jours où le ciel cesse simplement d'exister. Il est remplacé par un rideau gris, épais et permanent. C'est le résultat chimique d'une tempête parfaite. Le brûlage incontrôlé de résidus agricoles, l'échappement de millions de véhicules et des cheminées industrielles qui ne s'arrêtent jamais. À New Delhi, l'air a un goût de métal, le sol est imprégné et l'effondrement environnemental n'est pas une prévision pour 2050. C'est le maintenant. Et pourtant, des millions de personnes se réveillent tous les jours et respirent l'irrespirable, normalisant une existence biologiquement insoutenable. Mais si en Inde l'air manque, à Mumbai l'espace a disparu. Dharavi n'est pas seulement un bidonville, c'est un organisme vivant, une ville dans la ville. Imaginez près d'1 million d'âmes comprimées dans une zone inférieure à 3 km². La densité est si brutale que la vie privée est devenue un concept obsolète. Les ruelles sont des labyrinthes étroits, où la lumière du soleil ne touche jamais le sol. La ventilation est un luxe inexistant. L'eau potable est disputée et les eaux usées coulent à ciel ouvert, comme les veines exposées d'une infrastructure en faillite. Mais ce qui choque à Dharavi n'est pas seulement la misère, c'est l'efficacité. L'endroit pulse. C'est une ruche industrielle, avec une économie parallèle qui brasse des millions, avec des usines de recyclage, des ateliers et des commerces fonctionnant 24 heures sur 24. C'est la preuve définitive de la résilience humaine.
La vie fleurit même là où les conditions disent qu'elle devrait flétrir. Mais cette capacité d'adaptation ne rend pas la réalité moins cruelle. De l'autre côté de l'océan, au Nigeria, Lagos nous montre une facette différente de cet effondrement. La vitesse bloquée. C'est l'une des métropoles qui croît le plus sur la planète, mais c'est une croissance désordonnée, comme un géant essayant de courir avec les pieds pris dans le béton frais. La population a explosé, mais la ville était restée la même. Le résultat est le chaos absolu. La circulation de Lagos n'est pas seulement un embouteillage, c'est un état de siège quotidien. Les transports publics se sont effondrés, laissant place à une flotte improvisée de vans et de mototaxis qui faufilent le trafic à l'arrêt. L'électricité va et vient comme un fantôme. L'eau est un privilège, pas un droit. Dans des quartiers entiers, l'assainissement de base est une fiction. Lagos vibre, pleine de potentiel et d'énergie humaine, mais vit perpétuellement au bord de l'abîme, en équilibre sur une corde raide prête à rompre. Et ne pensez pas que c'est une exclusivité des nations en développement. À quelques pâtés de maisons du glamour d'Hollywood, le rêve américain a un réveil brutal. Los Angeles, Californie. La terre des stars cache Skid Row. C'est un territoire où le trottoir a disparu sous une mer de tentes de camping et d'abris faits de carton. Le contraste visuel est violent. Des gratte-ciels étincelants de banques internationales projettent leurs ombres sur des milliers de citoyens vivant dans la crasse absolue. Là, entourés de maladies médiévales et de violences modernes, la société a échoué. Ce n'est pas seulement un manque de toit, c'est un effondrement social qui traîne depuis des décennies, ignoré par ceux qui passent en voiture blindée sur l'avenue d'à côté. Pendant ce temps, en Indonésie, la tragédie est liquide. Le fleuve Citarum a été une source de vie. Aujourd'hui, c'est un cocktail chimique. Des décennies d'industrie déversant des toxines sans filtre ont transformé l'eau en une soupe sombre, couverte de montagnes de plastique et d'écume aux couleurs antinaturelles. Le plus perturbant n'est pas la pollution en soi, mais l'interaction humaine avec elle. Des familles lavent encore leurs vêtements sur ces rives. Des pêcheurs lancent encore des filets. Des enfants jouent au bord d'un cours d'eau qui techniquement est du poison courant. Pas par ignorance, mais par manque de toute autre option. Et en Europe, le continent qui s'enorgueillit de son organisation, existe Ferentari. Situé à Bucarest, en Roumanie, ce quartier est l'ombre oubliée de l'Union européenne. Habité majoritairement par des populations marginalisées, le lieu semble avoir subi un bombardement silencieux. L'asphalte a été avalé par des cratères, les immeubles sont en décomposition avancée et de nombreuses familles vivent sans un seul document officiel, comme des fantômes bureaucratiques. La criminalité là-bas n'est pas un choix, c'est une conséquence de l'abandon systématique. Ferentari est un îlot d'exclusion, un ghetto où l'État a décidé de ne pas entrer. Ces lieux que nous avons visités ne sont pas des décors de films post-apocalyptiques. Ils sont réels, vibrants et habités en ce moment même. Mais il existe un niveau en dessous de cela. Un niveau où la définition même de maison est pervertie. Il arrive un moment où la marge de la société ne suffit plus. Quand la maison est entourée de détritus, quand la sécurité est une légende et la violence la seule loi, ce qu'il reste n'est que l'instinct de survie. Dans certains coins de la planète, des millions de personnes ont franchi la ligne du supportable. Elles ne vivent pas près des ordures. Elles vivent dedans. L'un de ces lieux défie la compréhension occidentale. Aux abords du Caire, en Égypte, existe un quartier appelé Manshiat Nazer, plus connu par le monde comme la ville des ordures. Mais le nom n'est pas métaphorique. Là réside la communauté des Abalines. Pour des dizaines de milliers de personnes, les ordures ne sont pas quelque chose que l'on jette. C'est le sol, le mur et le gagne-pain. Ils ont construit une vie entière basée sur la collecte, le tri et le recyclage manuel des détritus de l'une des plus grandes capitales d'Afrique. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas juste un travail. C'est une fusion complète entre l'homme et le résidu. Les rues du Caire ne sont pas pavées d'or, mais des détritus de la civilisation moderne. Pour marcher ici, vous devez renégocier votre relation avec l'odorat et la vue. Sacs plastiques, boîtes en métal, restes de nourriture en décomposition et déchets hospitaliers forment une nouvelle topographie. L'odeur est un mur physique, dense et omniprésent, mais dans un retournement cruel de l'ironie urbaine, la capitale égyptienne entrerait en effondrement total en quelques jours sans ce scénario. Les Abalines ne sont pas seulement des collecteurs,
Ils sont le système immunitaire de la ville. Ils font le sale boulot que le gouvernement ignore, transformant des montagnes de rejets en revenus. Mais la gratitude de la société est l'invisibilité. Ils sont prisonniers d'un cycle perpétuel d'exclusion, condamnés à vivre à l'intérieur de ce que le reste du monde rejette. Mais si en Égypte les ordures sont une économie, en Inde elles sont devenues une formation géologique. La décharge de Ghazipur, à New Delhi, défie la cartographie. Elle a tellement grandi qu'elle a modifié la ligne d'horizon. C'est une montagne artificielle, un Everest de pourriture qui rivalise déjà en hauteur avec des monuments historiques. Et cette montagne est vivante. La décomposition interne génère des poches de gaz méthane qui transforment la décharge en un volcan latent. Des incendies spontanés jaillissent du sol et des glissements de terrain, qui sont en fait des avalanches d'ordures, ont déjà tué. Et le plus perturbant, la vie continue autour d'elle. Des familles construisent leurs cabanes à l'ombre de cette bombe à retardement. Des enfants courent sur des couches de plastique compactées, tandis que des animaux paissent dans des restes organiques toxiques. Respirer ici, c'est fumer des paquets de cigarettes passivement. Les maladies respiratoires ont cessé d'être une urgence médicale pour devenir un état naturel d'existence. Les ordures n'ont pas disparu de la ville. Elles ont simplement changé de code postal et servent maintenant de fondation à des milliers de foyers. Cette réalité dystopique résonne avec une violence encore plus grande au Kenya. Bienvenue à Dandora, à Nairobi. Ce n'est pas seulement un dépôt de déchets, c'est un territoire souverain où la loi de l'État n'entre pas. Ici, le sol saigne des toxines. L'aquifère est empoisonné et l'air porte une brume chimique permanente. Pourtant, au milieu de ce scénario de guerre biologique, vous trouvez des écoles. Des enfants apprenant à lire à quelques mètres de feux d'ordures électroniques et hospitalières. Des recycleurs se disputent l'espace avec des marabouts et des rats, orpaillant la survie entre aiguilles et métaux lourds. Dandora est le monument à l'échec humanitaire, un endroit où l'État n'apparaît que pour réprimer, jamais pour secourir. En traversant l'Atlantique, la marginalisation change d'esthétique, mais garde la brutalité. En Amérique du Sud, elle grimpe les collines. À Caracas, Petare se dresse comme un léviathan de briques rouges. C'est l'un des plus grands bidonvilles d'Amérique latine. Un labyrinthe tridimensionnel de ruelles et d'escaliers où l'architecture n'obéit qu'à la nécessité. Là, l'absence du gouvernement a créé un vide rempli par le crime organisé. L'eau courante est un miracle. Les ordures s'accumulent au coin des rues et rentrer chez soi le soir est une roulette russe. Mais, contre toute attente, Petare pulse. Il existe une économie vibrante, des fêtes, de la culture et une ténacité effrayante. La vie se déroule sous la ligne de mire d'une arme invisible, avec la certitude que la normalité n'est qu'un intervalle entre deux fusillades. Au Brésil, la Rocinha reflète cette contradiction, mais avec une touche de cruauté géographique. Elle n'est pas cachée en périphérie. Elle est incrustée au cœur du quartier noble de Rio de Janeiro. D'un côté, des appartements valant des millions de dollars. De l'autre, des fossés d'eau usés à ciel ouvert. La Rocinha est un microcosme de l'inégalité nationale. C'est un lieu de puissance créative et de résilience, mais étouffé par la violence armée et par des opérations policières qui transforment les ruelles en zones de combat. L'infrastructure est un rafistolage éternel, et les promesses d'assainissement sont aussi vieilles que les problèmes. C'est la cohabitation forcée entre le luxe extrême et le dénuement absolu, séparés par une rue. Mais si vous pensez que c'est une exclusivité du tiers-monde, regardez la ville la plus riche de la nation, la plus puissante de la Terre, San Francisco, États-Unis, l'épicentre de l'innovation technologique où des milliardaires créent de l'avenir dans des gratte-ciel de verre. Mais il suffit de baisser le regard vers le trottoir et l'avenir ressemble au Moyen-Âge. La crise du sans-abrisme a explosé en une épidémie visuelle. Des tentes couvrent des pâtés de maisons entiers. Des gens vivent entre de vieux matelas et des seringues, à l'ombre des sièges d'entreprises qui valent des milliers de milliards. Ce n'est pas seulement de la pauvreté, c'est un effondrement de la santé mentale et une dépendance chimique à l'échelle industrielle. Le système a mâché et recraché des milliers de citoyens qui n'ont pas réussi à suivre la folie des loyers et le coût de la vie. Là, la dystopie cyberpunk est déjà arrivée. Technologie de pointe flottant sur la misère humaine la plus primitive. Mais, croyez-le ou non,
Il est encore possible de descendre une marche de plus. Il existe des endroits sur la carte qui franchissent la frontière du difficile et entrent dans le territoire de l'impossible. Des lieux où la définition de la vie urbaine est étirée jusqu'à se rompre. Nous ne parlons plus d'inconfort ou de pauvreté. Nous parlons de zones d'effondrement total, où la dignité humaine est broyée quotidiennement par une combinaison létale de pollution, d'abandon et de risque de mort imminent. Nous sommes arrivés au fond du gouffre de l'expérience urbaine, et le paysage ici est effrayant. Sur les rives de la lagune de Lagos, au Nigeria, il existe un endroit qui défie la physique et la biologie, Makoko. Imaginez une ville entière, flottant non pas sur des eaux cristallines, mais sur un bouillon épais d'eaux usées, d'huile et d'ordures. C'est la Venise de l'Apocalypse. Des dizaines de milliers de personnes vivent dans des maisons sur pilotis en bois pourri, suspendues précairement au-dessus de l'eau noire qui sert en même temps de toilettes, de poubelles et de voies de transport. Il n'y a pas de terre ferme, il n'y a pas de rues goudronnées. Juste des passerelles instables qui grincent sous les pieds et des pirogues qui glissent sur une surface huileuse. L'air ici a un poids, une texture et une odeur acide qui imprègnent les vêtements et la peau en quelques secondes. Ce n'est pas seulement une odeur d'égout, c'est l'arôme de la décomposition chimique d'une lagune qui a cessé de couler. À Makoko, le concept d'assainissement de base est une science-fiction lointaine. L'eau sous les pilotis est une soupe sombre et visqueuse, épaissie par des couches géologiques de déchets plastiques, de déjections humaines et de résidus huileux qui ne s'en vont jamais. Il n'y a pas de collecte, il n'y a pas de réseau électrique formel. Ce qui existe est une adaptation biologique forcée. Des enfants de 5-6 ans rament seuls dans des pirogues taillées à la main, naviguant dans ce labyrinthe aquatique comme si c'était un parc, évitant des îlots de détritus flottants. Ils cohabitent en symbiose avec des nuages de moustiques et des surmulots qui ont appris à nager. C'est un écosystème où le paludisme et le typhus ne sont pas des risques éventuels, ce sont des voisins de palier. Le monde moderne, avec ses campagnes de santé et sa technologie, a décidé que Makoko n'existait pas, ou a préféré détourner le regard pour ne pas avoir à gérer la complexité du problème. Mais si au Nigeria la lutte est contre l'eau stagnante, au Bangladesh la bataille est contre le mouvement mortel. Le système ferroviaire du pays a transformé le simple acte d'aller et venir en une roulette russe quotidienne. Les trains ne transportent pas seulement des passagers. Ils portent une masse humaine qui déborde par les fenêtres et surtout par le toit. Pendant les festivals religieux, la scène défie la gravité et l'instinct d'auto-préservation. Des milliers de personnes voyagent agrippées au métal brûlant des locomotives, se tenant du bout des doigts, s'équilibrant sur des wagons en mouvement. Elles affrontent le soleil brûlant, la pluie torrentielle et le risque imminent d'être décapitées par des câbles électriques ou jetées sur les rails par une secousse. Il n'y a pas de contrôleur, pas de verrou de sécurité. La surpopulation a poussé l'infrastructure au-delà de l'effondrement, normalisant l'inacceptable. Voyager sur le toit n'est pas une rébellion. C'est la seule option pour qui a besoin d'arriver quelque part et n'a pas les moyens de se payer le luxe d'être assis. Maintenant, faites une coupe brutale vers l'extrême opposé du spectre financier, où l'effondrement a une odeur de cuir neuf et d'essence premium. Dans le désert de Dubaï, le sable est en train d'enterrer des fortunes. Il existe un cimetière de supermachines qui raconte l'histoire non dite de la crise. Des Ferrari, des Lamborghini et des Porsche de dernière génération reposent abandonnés sous le soleil implacable, couvertes d'une épaisse couche de poussière du désert. Beaucoup de ces voitures ont été laissées avec les clés sur le contact. Ce sont les butins de millionnaires en faillite et d'expatriés endettés qui ont fui le pays à la hâte pour éviter la prison pour dette. Mais l'ironie est cruelle. Alors que ces jouets valant des millions de dollars pourrissent silencieusement dans les dunes, de l'autre côté de la ville étincelante, une légion invisible de travailleurs migrants vit dans des conditions analogues à l'esclavage. Des hommes qui ont construit les gratte-ciels miroités, mais qui dorment empilés dans des logements insalubres, avec des passeports confisqués et des salaires retenus. L'éclat de Dubaï est un mirage qui cache une machinerie sociale broyeuse, où le gaspillage obscène danse main dans la main avec l'exploitation humaine. Et si la chaleur du désert ne vous étouffe pas, l'air de Lahore, au Pakistan, le fera certainement. Ici, respirer a cessé d'être une fonction vitale pour devenir une menace pour la santé. La ville vit prisonnière à l'intérieur d'une bulle de fumée toxique permanente. La visibilité, de nombreux jours, est réduite à quelques centaines de mètres.
non pas par le brouillard, mais par un mélange létal de poussière, d'émissions de diesel et de fumée de brûlis agricoles. Les écoles ferment, non pas pour les vacances, mais parce que l'air devient chimiquement incompatible avec la vie infantile. Des enfants développent des poumons de fumeurs vétérans avant même d'apprendre l'alphabet. Il n'y a pas assez de masques dans le monde pour filtrer ce qui plane sur Lahore. C'est une chambre à gaz à ciel ouvert, créée par la croissance urbaine, qui a ignoré toutes les lois de la nature. Mais il existe un endroit où le terme « enfer urbain » cesse d'être une hyperbole environnementale pour devenir littéral, la bande de Gaza. Là-bas, la définition de ville a été effacée. Ce qu'il reste n'est pas de l'urbanisme, c'est de l'archéologie d'un désastre en temps réel. Des rues qui avaient auparavant des noms et du trafic sont maintenant des cratères lunaires. Des immeubles résidentiels ont été convertis en montagnes de gravats et de fer tordu. L'infrastructure d'eau et d'électricité n'est pas précaire, elle a été anéantie. La population civile, supérieure à 2 millions de personnes, vit acculée sur une bande de terre où il n'y a pas de zone sûre. Les écoles sont devenues des abris surpeuplés, les hôpitaux opèrent dans le noir et la faim a cessé d'être un risque pour devenir une routine. Le son de la ville n'est plus la circulation, mais le bourdonnement constant de drones de surveillance et le claquement d'explosions. À Gaza, la vie urbaine a été remplacée par la simple survie biologique au milieu de la peur absolue. L'odeur n'est pas celle de la pollution, c'est celle du ciment pulvérisé et de la destruction. C'est le point zéro de la civilisation, un endroit où l'architecture ne sert que de pierre tombale pour une société qui tente de respirer sous les décombres, tandis que le reste du monde regarde à travers des écrans, sans pouvoir sentir la poussière qui recouvre tout et tout le monde, sans prévision de quand la poussière va retomber. Ces lieux sont des cicatrices ouvertes sur notre carte, des rappels que la civilisation est beaucoup plus fragile qu'il n'y paraît. Mais ils prouvent aussi l'obstination inébranlable de la vie humaine à persister. Laquelle de ces réalités vous a le plus choqué? Laissez votre avis dans les commentaires. Si ce documentaire vous a ouvert les yeux sur une nouvelle facette du monde, abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage avec nous. À la prochaine.